Bon, maintenant que la V10 est officiellement sortie, oui, j'ai commencé à écrire cette vidéo il y a un petit moment, que nous avons tous les index à disposition, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Contrairement à l'ancienne version, une des caractéristiques ayant énormément changé est celle de l'endurance. Autrefois, il était assez simple de déterminer quelles armes étaient anti-char et anti-monstres, car leur endurance était toujours comprise entre 7 et 9. Mais désormais, celle-ci varie énormément, allant de la simple endurance 5 pour les plus petits véhicules ou monstres comme les Exo Armor Crisis à titre d'exemple, oui, ce sont des véhicules maintenant, pouvant monter jusqu'à 14 chez certaines figurines telles que les Titans. Dans cette vidéo, nous allons étudier les endurances les plus fréquentes, ainsi que leur impact dans cette nouvelle édition. Ensuite, nous verrons la force des armes principales de l'Imperium, et nous finirons sur une top list. Ah oui, j'oubliais une petite précision. Les unités Forge World ainsi que celles de l'index Imperial Armor ne sont pas prises en compte. Et vu le nombre de fiches techniques, je doute que cela aurait changé quelque chose. Commençons par l'endurance des unités. L'un des plus grands changements de la 10e édition a été de modifier l'échelle de résistance pour les unités de véhicules et de monstres en modifiant leur ancien plafond de 8 ou 9 à des valeurs allant jusqu'à 14. Cependant, le revers de la médaille est que la plupart des caractéristiques de force des armes sont restées dans la même fourchette, ce qui signifie que les véhicules sont généralement plus difficiles à blesser. Nous pouvons nous en rendre compte en examinant les valeurs d'endurance des unités de véhicules, toutes factions confondues. Alors que dans la 9e édition, la grande majorité des véhicules avaient une endurance de 7, avec quelques endurances 6 et 8 pour les véhicules les plus légers et les plus lourds, nous voyons maintenant que plus des 2/3 des véhicules du jeu ont une endurance de 9 ou plus, avec plus de la moitié se situant dans la fourchette des endurances 9 et 10. Nous pouvons avoir une bonne idée de la répartition des valeurs d'endurance pour chaque grand type d'unité en traçant ces valeurs. On peut constater que l'endurance des monstres est principalement comprise entre 9 et 11 en fonction de leur taille. Bien sûr, les valeurs d'endurance ne représentent que la moitié, ou le tiers en fait, de l'équation lorsque nous parlons de la résilience d'une unité. Alors passons maintenant aux sauvegardes. En général, l'endurance élevée des véhicules et des monstres s'accompagne de bonnes sauvegardes. Près des 2/3 des véhicules ont une sauvegarde de 3+, soit 65%, quelle que soit leur endurance. Et 25% ont une sauvegarde à 2+. Certains véhicules, notamment les plus légers et les moins résistants, ont une sauvegarde de 4+. Mais aucun véhicule n'a une sauvegarde inférieure à 4+. Et pour la plupart des sauvegardes de 2+, ils ont tendance à être distribués aux véhicules avec les plus grandes endurances. Bien que les broadside et quelques autres options faussent un peu la donne pour créer une catégorie de véhicules endurance 6 à sauvegarde 2+. Pour les monstres, la répartition est un peu différente. Près de la moitié des monstres du jeu ont une sauvegarde de 2+, 48%, et 25% ont une sauvegarde de 3+. Contrairement aux véhicules, les monstres sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des sauvegardes plus mauvaises, puisque 11% d'entre eux ont une sauvegarde de 5+ ou moins. Bien sûr, il faut aussi parler des invulnérables. Un peu moins de la moitié des véhicules de la 10e édition, 47%, ont une sauvegarde invulnérable, mais celle-ci n'est pas nécessairement répartie comme on pourrait le penser. Les véhicules ont plus de chances d'avoir une sauvegarde invulnérable s'ils ont une endurance de 6, 7 ou 8. Les invulnérables 5+ sont les plus courantes, et elles représentent quand même 53% sur les véhicules. Pour ce qui est des invulnérables 6+, elles sont à peu près aussi courantes que les sauvegardes d'armure 4+. Notez que cela n'inclut pas les véhicules qui peuvent bénéficier d'une sauvegarde invulnérable, comme le chevalier fantôme. Bien qu'au moment où j'écrive cette vidéo, personne ne prend le bouclier de toute façon, ce qui est toujours le cas après les modifications en points, nous le verrons dans le top list. Intéressons-nous un moment au point de vie moyen en fonction de l'endurance. Le passage de l'endurance 7 à 8 est un bond assez important qui se traduit par 2,5 points de vie supplémentaires en moyenne. La plupart des véhicules endurance 8 ou 9 ont 10 points de vie, bien qu'il y ait un bon nombre de véhicules endurance 9 avec 8 points de vie et 13 points de vie, ce qui est une aberration ici. Il y a un autre bond de points de vie à l'endurance 10, où la grande majorité des véhicules ont 11 voire 13 points de vie, puis à partir de l'endurance 12, nous atteignons notre boss, les chevaliers impériaux, et nous commençons à avoir un grand nombre de véhicules avec 16 et 22 points de vie. Enfin, pour finir, pour les endurances 13 et plus, la moyenne est régulièrement autour de 24 points de vie. Enfin, parlons des profils courants. L'un des principes fondamentaux des anciennes analyses était de prendre en compte la ligne de statut mech pour déterminer l'efficacité d'une arme. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, mech signifie marine équivalent et se réfère traditionnellement à une ligne de caractéristiques endurance 4, sauvegarde à 3+, et 1 point de vie. Bien que plus tard, cela ait changé pour 2 points de vie avec l'arrivée des primaris et le passage à 2 points de vie
vie pour tous les types de Space Marine. C'est toujours un barème utile pour déterminer la létalité d'une unité, mais étant donné les changements apportés aux fiches techniques dans la 10e édition et notre capacité à les exploiter, il convient de se demander s'il n'y a pas d'autres lignes de caractéristiques plus importantes à prendre en compte lors de l'évaluation d'une arme. Notre tableau montre quelques points d'intérêt différents. L'Endurance 4 sauvegarde à 3+, est évidemment nos Marines, bien qu'il puisse être intéressant d'étudier les Endurance 4 sauvegarde à 2+, et 4+. L'Endurance 3 sauvegarde à 3+, est une autre catégorie solide, c'est là que vivent les sœurs de bataille. L'Endurance 5 sauvegarde à 2+, est un autre choix intéressant, mais parce que c'est la ligne des Terminators et beaucoup de factions en jouent. Pour les valeurs d'endurance plus élevées, nous devrions considérer l'Endurance 10 et 12 en sauvegarde 3+, comme des catégories à prendre en compte pour les véhicules plus lourds. Si nous avions décomposé davantage, nous aurions vu que la ligne d'Endurance 4 sauvegarde à 3+, possède un grand nombre d'entrées avec 2 et 4 points de vie. Ces dernières étant principalement des personnages qui s'attachent à des unités, nous pouvons et devons continuer à utiliser le Marine équivalent, le mec, d'Endurance 4 sauvegarde à 3+, et 2 points de vie, pour nos analyses. Bien qu'il soit parfois utile de mentionner les figurines à 3 ou 4 points de vie, afin de voir comment se répartissent les dégâts. En ce qui concerne les profils de sauvegarde 2+, les Terminators dominent le profil d'Endurance 5 à 3 points de vie. Là encore, il existe un grand nombre d'options à 5 et 6 points de vie, mais comme précédemment, il s'agit essentiellement de personnages Terminator. D'ailleurs, ils ont également une sauvegarde invulnérable de 4+. Nous en tiendrons compte. Pour notre groupe d'Endurance 10, nous allons prendre en compte les cibles avec 12 points de vie, qui constituent la majorité des cibles avec une sauvegarde de 3+. De plus, nous allons inclure une sauvegarde invulnérable 5+, car celle-ci est très commune pour ce groupe. En ce qui concerne l'Endurance 12, la cible sera de 22 points de vie, également en invulnérable 5+, pour correspondre à nos chevaliers. Lors de l'évaluation de la létalité de vos unités, je vous conseille de vous demander comment elles se comportent par rapport au profil suivant. Pour ce qui est de l'infanterie, nous allons garder le mech, le marine équivalent, la sœur de bataille, le garde de l'Astra Militarum et le Terminator. Côté personnages, nous garderons les personnages donc Space Marine et aussi Terminator. Enfin, du côté des véhicules et monstres, les équivalents pour l'armigère, donc l'Endurance 10, les chevaliers pour l'Endurance 12 et les monstres pour l'Endurance 9 qui est majoritaire chez eux. Il y a quelques points supplémentaires que nous pourrions examiner, mais il convient de noter que tout ce qui déchiquette un armigère fera le travail aussi rapidement contre un Rhino, si ce n'est pas plus rapide. D'ailleurs, ce sera la même chose pour les tirs contre les Space Marines. Que ce soit des gardes impériaux ou des sœurs de bataille qui sont plus faibles, seule la distinction de 2 points de vie est surtout utile pour comprendre la propagation des dégâts. Maintenant, regardons du côté des armes, car Warhammer 40 000 est fortement influencé par son histoire, et une grande partie de cette histoire est la différenciation des armes principales de l'Imperium. Bon, quitte à parler d'histoire, vous allez voir des illustrations d'armes de la V2 de Warhammer 40 000. Cela fera plaisir aux plus anciens d'entre nous, et pour les plus jeunes, vous verrez que l'aspect général des armes n'a pas tant changé que cela. Leur esthétique s'est simplement modernisée. On a les fusils laser, très connus, mais avec une létalité très faible, les fusils plasma qui font fondre les choses quand ils ne tuent pas leurs propres tireurs, les multifuseurs sont la première option anti-char, et les canons laser sont des armes de précision qui tuent les chars par rayonnement. Cette tradition a toujours orienté naturellement les mécaniques du jeu à travers les différentes versions, mais aussi des jeux en parallèle tels que Necromunda ou Kill Team, car se faire toucher par un multifuseur ne laissera qu'une paire de bottes complètement fumantes. Pour la 10e édition, Games Workshop a choisi d'élargir la gamme des caractéristiques de force afin d'ajouter plus de granularité au jeu. Alors qu'auparavant, une arme force 8 était la norme pour s'attaquer à un véhicule, désormais les armes force 8 sont destinées aux unités d'élite, tandis qu'il faut force 12 ou plus pour s'attaquer aux véhicules les plus lourdement blindés. Regardons l'impact des changements sur les profils d'armes. J'utiliserai les profils d'armes de l'index Space Marine. Je suis parti du principe que les armes tirées avec une capacité de tir de 3+, afin de correspondre aux profils les plus répandus, et de prendre en compte certaines spécificités comme les unités en armes lourdes restant immobiles. Commençons avec le canon laser. Il a toujours été destiné pour être l'arme anti-char à longue portée. Le profil est passé de force 9 à force 12, mais il a gardé la même pénétration d'armure de -3, ainsi qu'un bonus d'1 point de dégâts, passant de D6 à D6 plus 1. Les variantes jumelées sont désormais moins efficaces. Là où la version de la 9e édition recevait 2 tirs, la nouvelle fournit la règle jumelée. Il n'est pas forcément des plus intéressantes car en fonction de votre faction, vous aurez déjà des possibilités de relance ou de modifier vos jets de dés. En gardant nos profils communs pour la V10, regardons la différence avec les profils les plus répandus de la V9. Voici les probabilités de toucher et blesser avec l'ancienne force de 9 et la nouvelle force de 12 du canon laser. Il y a peu de changements, mais il est notable de constater que l'arme souffre de l'augmentation de l'endurance des chevaliers qui modifie le jet de blessure, passant de 3+ en V9 à 4+ en V10. Pour améliorer vos chances de blessure, vous devrez vous diriger vers des armes comme le destructeur laser du gladiator
lanceur. Passons aux armes à plasma. Elles n'ont pratiquement pas changé. Le profil commence à force 7, PA-2 et dégâts 1. La surcharge ajoute un point de force, de pénétration d'armure et de dégâts, mais le profil reste inchangé. La version macro-incinérateur du Redemptor pour les Space Marines commence avec le profil surchargé d'un pistolet à plasma et en rajoute lorsque l'arme est surchargée. Les changements à apporter au plasma sont radicaux, avec une réduction significative de l'efficacité contre les véhicules, alors que l'effet sur les cibles plus légères est pratiquement inchangé. Bien que l'arme ait une pénétration d'armure élevée qui la rende utile contre les menaces blindées, elle nécessitera des relances ou des capacités telles que les touches fatales afin de passer le palier d'endurance. Maintenant, on va passer aux armes à fusion, et nous finirons avec les armes gravitons. Dans l'histoire de Warhammer 40 000, les armes à fusion traversent les armures comme s'il s'agissait de papier et infligent des dégâts considérables. En 10e édition, cela semble moins probable. Durant la 9e édition, le profil fuseur était de force 8, PA-4 et infligeait des 6 dégâts, avec un bonus de plus 2 à mi-portée. Malgré l'augmentation significative des endurances, le profil a très peu évolué, voire complètement diminué. Il voit sa force améliorée d'un point atteignant force 9, mais une réduction drastique de sa portée de tir et donc de sa portée de fusion. Prenons le multifuseur avec une portée de 24 pouces en V9, vous pouvez arriver de frappe en profondeur à 9 pouces et profiter de sa portée de fusion. Maintenant que sa portée est de 18 pouces en V10, alors votre portée de fusion est de 9 pouces. Sauf que lorsque vous arrivez de frappe en profondeur, vous êtes très légèrement au-delà des 9 pouces, vous permettant plus de profiter de la fusion. De ce fait, je ne vais pas intégrer l'effet de fusion dans mon tableau. Comme pour le plasma, le fuseur voit sa probabilité de blesser diminuer de manière significative. Étant donné que le nombre de tirs n'a pas changé et que l'arme a désormais une portée remarquablement courte, il est difficile de voir en quoi cette arme est un choix viable par rapport au canon laser. Bien entendu, tout dépendra de la différence de coût et des possibilités d'amener de la fiabilisation avec des relances ou des touches fatales. Allez, passons au canon à graviton. Alors que les canons laser ont bénéficié d'une augmentation de puissance importante et que les autres armes n'ont pas beaucoup changé, les armes à graviton ont obtenu l'effet anti-véhicule de plus, qui garantit pratiquement une blessure contre les cibles véhicules. Dans la 9e édition, le canon à graviton avait un profil de force 5, PA-3 dégâts 1, à moins que la cible n'ait une sauvegarde de 3+, ou mieux. Si c'était le cas, l'arme voyait sa caractéristique de dégâts améliorée en fonction du type. Des fois c'était dégâts 2, dégâts 3, voire dégâts 4 de mémoire. Pour ce qui est de la V10, le profil est passé de force 6, PA-1 et dégâts 3, et lorsque l'on regarde le tableau de probabilité, il est plutôt bizarre. Le changement de force rend l'arme tout aussi efficace contre les cibles d'infanterie, mais beaucoup moins si on prenait en compte la sauvegarde dans le calcul, alors que l'arme est renforcée contre les véhicules même si la pénétration d'armure est réduite. Si la cible est un monstre, la probabilité ne change pas. Ce qui est plus important à comprendre, c'est que l'arme se voit très largement améliorée grâce à l'anti-véhicule 2+, facilitant drastiquement vos jets pour blesser. Et pour ce qui est de la partie létale, sa faible pénétration d'armure ne fera pas grand chose au véhicule. Comme nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo, ceux avec une forte endurance ont régulièrement une sauvegarde à 2+. Et même si on reste contre une sauvegarde de 3+, le fait d'être PA-1 permettra à vos cibles de profiter du bénéfice du couvert, annulant complètement l'impact de votre arme. Par contre, si vous arrivez à combiner suffisamment de touches grâce à des capacités comme touche soutenue, alors peut-être que la saturation combinée à la facilité du jet de blessure vous permettra de rendre l'arme extrêmement létale. Peut-être même avec l'obtention de blessures dévastatrices. Mais ceci est une toute autre histoire. Maintenant, passons aux top listes du moment. La semaine dernière, nous avons vu des listes qui n'avaient pas pris en compte les modifications en points. Et nous avions fait le comparatif afin de voir l'impact réel sur les listes. J'ai même postulé sur l'avenir de certaines factions dans leur choix d'unités pour la construction des listes, particulièrement chez les Aeldari. Regardons ce qu'il en est. Nous commençons avec une liste Aeldari qui finit à la première place du TGX avec 86 participants. Dans les personnages, nous avons toujours Lothar Xodvois pour sa génération de points de commandement et l'amélioration des tests de Battle Shock, un grand prophète qui transformera le résultat d'un dé du destin en 6, et de donner -1 pour être blessé à l'une de vos unités. Petite nouveauté, le prince Iriel qui vient améliorer la caractéristique de contrôle d'objectif de son unité, et la possibilité de redéployer jusqu'à 3 unités Aeldari de votre armée. Ensuite, on a Linkarn qui est assez violent en mêlée, pourra une fois par phase, au moment où une unité, amie comme ennemie, se téléporter à sa place, avec une endurance de 10, 12 points de vie, une sauvegarde à 2+, une invulnérable 4+, vous profitez aussi d'une capacité divisant par 2 les dégâts subis, autant vous dire que vous allez mettre un personnage très résilient sur le champ de bataille et pourra se téléporter assez facilement pour embêter votre adversaire. On finira les personnages avec un bouffon tragique, forçant l'unité ayant subi une perte suite au tir du personnage à faire un test de Battle Shock, sans oublier qu'à votre phase de tir, vous pourrez faire le choix d'avoir un des effets suivants: ignorer le couvert, précision pour débusquer les personnages adverses, et touche soutenue 3. Il signifie que lorsque vous avez un 6 pour toucher, soit une touche critique, vous rajoutez 3 touches supplémentaires. Maintenant, passons
unités de la liste. 3 prismes de feu et 2 chevaliers fantômes. Voilà, simple, efficace. Pourquoi faire plus? J'appelle ça un tout dans ta bouche et je score après. J'ai tout de suite été très satisfait de ma prédiction sur la faction, la considérant toujours aussi performante et aberrante. On avait parlé de la triplette prisme de feu, mais j'ai été étonné de voir 2 chevaliers fantômes. Je pensais que les listes allaient s'arrêter à un seul exemplaire. Je me suis un peu fourvoyé. Comme le montre cette finale, les meilleures listes à Aeldari donnent maintenant des matchs beaucoup plus serrés. Elle emporte la partie 87-76 contre la liste Necron que nous verrons juste après. Bon, cela reste une victoire, cela signifie simplement que l'Aeldari a autorisé le joueur Necron à jouer sa partie, mais le résultat reste le même. Bref, les Aeldari peuvent certainement être battus, et la puissance pure de leur index est toujours aussi brutale. Cette liste a perdu près de 300 points par rapport à ce qu'elle aurait été il y a quelques semaines. Et elle a quand même remporté un major. Cela met également en évidence la richesse des fiches techniques disponibles pour l'index Aeldari. Sa capacité à se déployer en restant presque entièrement caché contre les constructions à base d'unités imposantes comme peuvent l'être les listes chevaliers impériaux, visant à s'assurer que le premier gros coup porté se produise selon la bonne volonté des Aeldari. Et c'est là que le prince Iriel prend tout son sens. Être capable de redéployer jusqu'à 3 unités Aeldari, oui, les chevaliers fantômes sont des unités Aeldari, je dis ça comme ça, c'est excellent, mais être capable de pouvoir les mettre en réserve stratégique tout en ignorant les limites d'unités déjà présentes, c'est complètement abusé. C'est ce qu'on appelle un ta gueule les règles, pour faire simple, car avec le peu d'unités restant sur le champ de bataille, vous serez facilement caché. À part les agents solitaires pour gagner quelques points sur votre objectif, et bien que vous marquiez probablement peu de points au début, il n'y a presque rien qui puisse gagner une course au tir contre cette liste, particulièrement lorsqu'il a le premier tour. Bref, ça reste un nouvel angle impressionnant de la part des Aeldari, et tout de même félicitations pour cette première place. Comme mentionné, nous passons à la seconde place occupée par les Necrons. Dans les personnages, on aura 3 destroyers X-Mark pouvant tirer en état d'alerte sur 2+, et pouvant payer 0 points de commandement ce stratagème même s'il a été déjà utilisé. Sans oublier sa capacité de pouvoir tirer, oui encore, sur une unité ennemie à partir du moment où une unité amie à 3 pouces de lui s'est fait tirer dessus. Bref, c'est un pistolero d'excellence. D'ailleurs, l'un d'eux aura l'optimisation diadème du souverain, permettant de compter les unités à 6 pouces autour de lui, comme si elles étaient menées. De quoi profiter pleinement de vos stratagèmes et autres sournoiseries. On continue avec Imhotep, le seigneur des tempêtes, pour son gain de points de commandement et sa capacité d'infliger des blessures mortelles une fois par partie. On rajoute un petit tétrarque entre l'utilisation d'un stratagème par tour de bataille pour 0 points de commandement et sa résistance qui réduit d'1 les dégâts subis. On lui mettra l'optimisation ablateur hypermatériel, donnant discrétion à son unité, et si l'adversaire est à plus de 12 pouces, vous bénéficierez du couvert. On rajoute 2 technomanciens pour fournir l'insensible 5+, ainsi qu'un regain de points de vie à son unité. Pour finir avec les personnages, on aura un Cthon transcendant pouvant se téléporter facilement sur le champ de bataille durant son mouvement d'avance, ainsi que sa réduction de dégâts couplée à l'optimisation femme sempiternelle lui offrant une insensible 4+. Ce qui est des autres unités, on aura un réanimateur Canoptech pour son bonus de protocole de réanimation, une unité de 3 nuées de Scarab et Canoptech, 3 unités de 2 cryptocères afin d'abuser de leur insensible 4+, une unité de 5 dépeceurs pouvant s'infiltrer durant le déploiement et apportant une grande saturation en combat quand ils s'attaquent à des unités en dessous de leur demi-effectif. On rajoute 3 unités de 2 destroyers lourds Locust en Ghost Destructeur, 2 unités de Lich Guard car ils se combinent parfaitement avec les nobles qui infligera un malus de -1 pour être blessé, -1 pour être touché avec l'optimisation du tétrarque, insensible 5+ du Technomancer, l'invue à 4+ des boucliers de l'unité. Bref, on a 2 unités de Lich Guard capables de se régénérer avec le protocole de réanimation, plus le réanimation Canoptech, c'est d'un pénible. On finira cette liste avec une unité de 6 mécanoptères en invue 5+, sauvegarde 3+, combiné au -1 pour être touché, vous avez une autre petite unité mobile assez résiliente. Allez, passons au débrief. Bien sûr, c'est ce que nous voulons voir. Des blocs de factionnaires avec un technomancer et des cryptocères, tout comme la trame sempiternelle sur le Cthon transcendant qui permettent à cette construction de résister aux assauts les plus violents. Les 3 destroyers X-Mark ajoutent l'insulte à l'injure sur ce front, 2 d'entre eux étant prêts à punir les adversaires qui ont la témérité d'essayer de réduire les phalanges de factionnaires, et le 3e fournissant un moyen sûr de déployer le diadème du souverain pour améliorer les destroyers lourds. Cette armée peut légitimement se concentrer davantage et d'exiger de ses adversaires qu'ils essaient de l'arrêter, sachant que la plupart du temps, ils ne le feront probablement pas, surtout s'ils sous-estiment l'ampleur de la punition que les grandes unités peuvent absorber. L'autre figurine intéressante à mentionner est Imhotep, que je n'aimais pas beaucoup au départ, mais que j'apprécie particulièrement dans cette liste. Lorsque vous avez plusieurs grosses unités, vous ne pouvez pas utiliser la capacité d'un tétrarque sur plus d'une unité, et Imhotep vous fournit à la fois un bon profil offensif et un gain régulier de points de commandement pour alimenter votre armée de stratagèmes, surtout avec le diadème souverain. C'est particulièrement intéressant
intéressant, car je suppose que cette liste prévoit l'utilisation d'arrivées précipitées pour un X-Mark, pratiquement à chaque tour, donc s'assurer d'avoir une réserve de points de commandement abondante est vital. Dans l'ensemble, je suis très fan de tout ce qui se passe dans cette liste, et bravo pour cette deuxième place. À la troisième, on aura une liste culte Gene Stealers, avec un Biophagus pour offrir touche fatale à son unité, et il peut améliorer son norme de mêlée une fois par bataille. Bon, cela reste assez anecdotique. Par contre, il aura l'optimisation ruse insondable, permettant de fournir l'infiltration à son unité. Comment dire? C'est pratique quand on a 10 aberrants. Et vous pouvez d'ailleurs récupérer un point de commandement sur 4+, quand vous utilisez un stratagème sur cette unité. Un Alphus Chacal fournissant une relance des 1 pour toucher, la possibilité de réaliser un mouvement normal durant la phase de tir, qui se combine parfaitement avec son optimisation à agitateur discret pour fournir un autre mouvement normal. On en reparlera quand on parlera des Atalanes. Bref, on continue. Ensuite, nous avons deux Nexos permettant d'utiliser un stratagème pour 0 point de commandement une fois par tour sur son unité. Vous pourrez aussi déplacer de 6 pouces l'un de vos pions embuscade durant votre phase de commandement. On finit les personnages avec deux Primus pour sa relance des touches sur l'unité qu'il mène et sa capacité de redéploiement. Dans les unités de ligne, on aura 3 unités de 10 hybrides acolytes ayant une relance des 1 pour toucher native et une relance des 1 pour blesser si leur cible est sur un pion objectif. 3 unités de 20 hybrides néophytes pouvant générer un PC sur 4+, lorsqu'ils contrôlent un objectif. Un camion Goliath fournissant une relance des G pour blesser à l'unité venant de débarquer contre une unité ennemie sur laquelle le camion a tiré et touché. Un tout-terrain shield pour améliorer la pénétration d'armure des unités ciblant l'unité ennemie touchée par la shield, et une unité de 10 aberrants, on en a parlé avec le Biophagus, infligeant -1 pour être blessé contre les attaques ayant une force supérieure à leur endurance. On finira avec une unité de 10 Chacal Atalan, dont 2 Wolf Quad, pouvant infliger des blessures mortelles après avoir fait un mouvement normal. Pratique avec le double mouvement normal offert par l'Alphus. Du coup, vous allez pouvoir infliger 3 fois des blessures mortelles avec une seule unité. Quand vous placez cette unité via l'aptitude embuscade, vous devez être en contact avec un pion d'embuscade du culte tout en étant entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Encore un bon résultat pour le culte Gene Stealers, une grande horde d'infanterie qui réapparaît sans cesse, capable de lancer des tirs brutaux depuis les réserves, soutenus par de nombreux personnages, tous aussi bons les uns que les autres. Une grosse escouade de motos prête à balancer de nombreuses blessures mortelles, et une autre d'aberrants prête à encaisser les coups, et à tuer tout ce qui arrive à leur portée de charge à coups de marteau. Bravo pour cette dernière place sur le podium. Pour la 4e place, nous retrouvons une autre liste à Aeldari. Allez, on va faire vite. En gros, vous prenez la liste qui arrive à la première place. Vous enlevez le prince Iriel, un chevalier fantôme. Puis, vous entrez un spirit, une unité de 5 spectres des ombres et une unité de 10 gardes fantômes. Encore une liste montrant que les Aeldari sont toujours un index très puissant, que les prismes de feu en particulier sont toujours extrêmement bons à 150 points. Je note tout de même qu'il y a toujours la présence d'un chevalier fantôme et sont toujours trop bons pour leur coup. Maintenant que la différence de prix entre une unité de 10 gardes fantômes et un chevalier est plus importante, les gardes deviennent un deuxième choix intéressant pour les listes Aeldari. Félicitations tout de même pour cette 4e place. On finira l'épisode avec une liste Thousand Suns arrivant à la première place d'un tournoi de 48 joueurs. Dans la liste, nous avons Riemann sur son disque donnant un bonus de +1 pour blesser à l'unité qu'il mène et une fois par bataille vous permettra d'utiliser un rituel pour 0 points de cabale. Un sorcier exalté sur son disque fournissant une invulnérable 4+ à son unité et à la fin de votre phase de mouvement, vous pourrez réduire de moitié la caractéristique de mouvement ainsi que les jets d'avance et de charge d'une unité ennemie. Il aura l'optimisation cristal d'Umbraléphis pour vous téléporter n'importe où avec votre unité une fois par bataille. On continue avec le Primarque Magnus le Rouge pour son aura de 6 pouces qui améliore vos attaques psychiques avec un bonus de +1 pour toucher et blesser. De plus, au début du tour de bataille, vous pourrez choisir une des 3 capacités suivantes. Forme impossible permettant à Magnus de réduire les dégâts subis de 1, sauf pour ce qui est des attaques psychiques. Trahison de Tsinch qui vous permettra de donner la capacité à risque aux armes de tir d'une unité ennemie. Et fluctuation temporelle pour améliorer la caractéristique de mouvement de 2 pouces à toutes les unités de votre armée à 6 pouces autour de Magnus. Puis nous avons 2 sorciers des Thousand Suns pour donner touche létale à leur unité et l'obligation pour votre adversaire voulant cibler votre unité d'être au moins à 18 pouces pour tirer dessus. Le premier sorcier aura l'optimisation Vortex Occulte pour améliorer la force et les dégâts d'1 point pour ses armes psychiques. Quant au second, ce sera Seigneur du Savoir Interdit afin de réutiliser un rituel pour le porteur. On finit les personnages avec un sorcier des Thousand Suns en armure Terminator, évidemment pour la touche létale qu'il procure à son unité, mais aussi pour la relance des 1 pour toucher. Du côté des unités de ligne, on aura 4 unités de Marines Rubric, 3 unités de 5 avec Soul Reaper, l'Icône et leur Bolter Inferno, ainsi qu'une grosse unité de 10 avec plein de Warp Flammer. D'ailleurs, cela sera très pratique par rapport à leurs capacités qui leur permettent de relancer les 1 pour blesser de manière native, et si l'unité ennemie que vous ciblez se trouve à portée d'un pion objectif, vous aurez une relance complète des jets pour blesser. Dans les autres unités, on aura un Mutalis à Vortex, améliorant la portée de vos rituels lorsque vous êtes à 6 pouces
pousse autour de lui, et les unités ennemies subiront des blessures mortelles tout en devant faire un test de Battle Shock. On finit avec une unité de 10 Terminators du Scarabée occulte qui infligeront un malus de -1 pour être blessés lorsqu'ils sont menés par un Psyker et que la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à leur endurance. Un autre grand favori pour les premières places avec les dernières modifications en points. Cette liste combine une durabilité raisonnablement bonne avec quelques pièces puissantes comme le Mutalis ou Magnus, et le tout est soutenu avec une énorme réserve de points de cabale pour faire un maximum de cochonneries à votre adversaire. D'ailleurs, c'est pour cela que l'optimisation Seigneur du savoir interdit est exceptionnelle dans cette liste, car grâce à votre grande réserve de points de cabale, vous allez pouvoir profiter plusieurs fois d'un même rituel. Dans tous les cas, bravo pour cette première place. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, cela aide énormément au développement de la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.